Yaorana et bienvenue dans Manava. Avec 2,5 millions de kilomètres carrés de zone maritime, la pêche est un atout précieux pour le Fénois. Pour parler de réglementation et du savoir-faire des pêcheurs locaux, j'accueille Cédric Ponsonnet, qui est directeur des ressources marines, Bonjour. et Claude Davio, qui est capitaine d'armement pour la CSA, la SCA, il fallait bien que je me loupe, Touanoui. Oui. Claude et Cédric, ravis de vous accueillir sur ce plateau. Petite précision, nous avions convié aussi des pêcheurs sur le plateau. Ils ont eu un impondérable, donc c'est la raison pour laquelle exceptionnellement nous nous retrouvons qu'à 2 invités aujourd'hui. Vous doutez bien qu'on leur a demandé de venir discuter avec nous, mais hélas, ils n'ont pas pu venir. Cédric, comment et par qui régit la pêche en Polynésie ? Alors la réglementation, elle est faite justement par la direction des ressources marines, sur tout ce qui est règles d'exploitation. Il peut y avoir aussi d'autres réglementations qui s'appliquent, par exemple le Code de l'environnement, il peut venir aussi compléter la réglementation relative à la pêche sur des interdictions totales de capture, des protections des habitats, et il peut y avoir aussi à des niveaux un peu plus supra des réglementations de métropole qui s'appliquent, le Code rural et la pêche maritime, et on a aussi l'obligation d'appliquer des mesures internationales qu'on doit transposer dans notre droit. Donc c'est en un fait, cumulé de tout ça. Tout Voilà. un cumulé, oui, de réglementations. Et laquelle, est-ce qu'il y a des réglementations qui sont prioritaires sur d'autres ? Est-ce que, par exemple, les lois de pays prévalent sur les lois européennes ou ce genre de choses ? Pas spécialement ? Alors il y a toujours une hiérarchie des normes, mais en fait l'idée c'est qu'elles soient compatibles. Il faut qu'elles fonctionnent chacun à leur niveau de manière compatible. C'est ça qui est compliqué quand on a des millefeuilles, c'est que parfois, des fois, on se retrouve avec des incohérences. Oui, c'est un peu le problème. Claude, quels sont les différents types de pêche au Fénois ? Est-ce que les législations sont identiques ou adaptées à chaque type et à chaque lieu ? Je voudrais d'abord corriger quelque chose. Ça dans ce commence. que tu as annoncé, oui. Tu as annoncé 2 200 000 km². Non, c'est 5 500 000 km² de ZE. La zone maritime n'est pas de 2,5 millions de Non, kilomètres Non, carrés. c'est 4,8 millions de kilomètres Alors, carrés. ça commence bien. T'as bien fait de me rectifier, Claude. Alors, dis-moi les différents types de pêche au Fénois. Les différents types de pêche, il y a d'abord la pêche côtière. La pêche agonaire, d'abord, hein, c'est plus une activité de subsistance. Après, il y a la pêche côtière qui est un peu subsistance, mais un peu plus commerciale. Et la pêche hauturière, c'est plutôt les thoniers qui s'éloignent le plus loin des côtes avec Côtière, des c'est pêcheurs. jusqu'à quelle distance des côtes ? 20 nautiques ici, mais on mesure sous en Tahiti avec un élastique. D'accord. Donc, je veux dire, c'est assez. On peut considérer que c'est entre 20 et 25 alors, c'est ça ? 50. D'accord. Ouais, ben alors, et justement, réglementation particulière en fonction des types de pêche, Cédric ? Alors oui, là, il y a aussi des réglementations qui sont liées à la navigation. Donc les réglementations liées aux techniques de pêche, elles vont être soit sur les engins, enfin sur la pêche, elles vont concerner soit les engins, les techniques utilisées, soit les espèces, des périodes de capture, des tailles, etc. Et en plus, là, quand on a une pêche commerciale, on a aussi une réglementation liée au navire, à sa sécurité, à la capacité de navigation et au titre professionnel à bord. Alors, et ça, tous les pêcheurs du territoire sont censés connaître cette réglementation ou c'est, on va dire, ils apprennent ce qui leur est nécessaire en fonction du type de pêche. Claude ? On est plus dans apprendre ce qui est nécessaire à leur activité actuelle. Parce que si on suivait vraiment la réglementation, beaucoup de capitaines ne pourraient pas commander les types de navires qu'on a à l'heure actuelle. Parce que c'est suivant le tonnage du navire et le titre. Un BC200, par exemple, l'équivalent de la pêche côtière de brevet ici, c'est 20 nautiques des côtes et bien souvent, on va pêcher presque aux marquises avec ces diplômes. La réglementation, elle est, entre guillemets, un peu appliquée. L'idée, c'est que les gens puissent quand même travailler. On sait qu'ils ont les compétences et on essaye d'appliquer le fameux millefeuille dont parlait Cédric. C'est ça ? Tout à fait. Oui, l'idée c'est de professionnaliser. Hein. Quand on parle d'une activité professionnelle, on parle d'une activité à risque. Donc évidemment, on a intérêt à avoir la bonne réglementation, la bonne formation aussi qui va avec. Alors justement, tiens, donc les zones de pêche réglementées, c'est vous qui définissez la surface, le type de pêche et le type de contravention, ce genre de choses ?
Alors c'est nous qui allons faire la règle, mais c'est pas nous qui décidons. C'est-à-dire que les zones de pêche réglementées, c'est un outil qui est très intéressant pour la gestion par la communauté, de la gestion communautaire, donc une gestion localisée. Donc c'est pas une règle qui va s'appliquer partout en Polynésie française, c'est vraiment une zone dans laquelle on va appliquer des règles particulières. Et ça, c'est la concertation avec les principaux intéressés, les pêcheurs, mais la communauté qui en vit, qu'on établit les règles. C'est à eux, avec nous, de définir, selon les situations, selon leurs besoins, selon les problèmes rencontrés sur la ressource, quelle réglementation on va mettre en place. Donc en fait, finalement, entre toutes les ZPR, il n'y en a pas une pareille. Oui, alors j'ai vu, je suis allé sur le site pour préparer bien. les questions. Bonne Et j'ai initiative. vu qu'il y avait des PDF de quasiment toute la Polynésie et qui étaient bien adaptés, alors extrêmement bien expliqués, ça faut reconnaître. Et j'ai vu que surtout que c'était vraiment c'était une assemblée qui décidait, quoi. Alors on crée un comité de gestion. Ou un comité de gestion, voilà. Ouais. Et tout le monde peut y participer en fonction et de ses, enfin tout le monde, les gens compétents, en fonction de leurs connaissances, leurs compétences et du fait qu'ils vont en avoir besoin. Alors à minima, il faut qu'on implique les pêcheurs et la commune. Mais bien évidemment, toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt ou qui peuvent être écoutées ou qui ont de la connaissance sont les bienvenus. Claude, quelles sont les compétences requises pour être pêcheur ou pour être un bon pêcheur? Pour être un bon pêcheur, d'abord, il faut avoir la volonté de faire ce métier, il faut avoir la passion. Il ne faut pas hésiter à apprendre à diriger un navire, parce que c'est l'outil principal pour aller à la pêche. Et à l'heure actuelle, les formations sont quasi inexistantes. On fait c'est ponctuel, on fait un module maintenant, un autre on va faire dans 6 mois, tout ça. Il n'y a plus de suivi. Et alors que la pêche a besoin de gens formés. Et à l'heure actuelle, depuis 2011, il y a plus de formation. La plupart des formations qui sont faites à l'heure actuelle intéressent les pêcheurs potimarara, comme on dit. Ils vont à l'école, ils passent des diplômes qui sont élevés pour le potimarara, mais on ne les retrouve pas sur nos tonniers, alors qu'on a Pourquoi? besoin Parce qu'ils n'en ont pas la... Pardon. Ils n'en ont pas la volonté, ils n'en ont pas les capacités, ou n'ont pas, ou, comme je disais, la volonté ou l'envie. Je pense, moi, que ils n'ont pas l'envie d'abord. Je pense aussi que c'est la méthode de communication qui est très mal faite pour intéresser. À l'époque, au Wharetautai, on faisait le recrutement d'une manière différente où on intéressait les pêcheurs qui sont tous devenus, à l'époque, la plupart de nos capitaines sortent du Wharetautai. Et depuis, c'est plus le même système qui est employé. On est parti sur des règles administratives, tout ça, alors que nous, on avait réussi à combiner les deux et on intéressait les élèves sur le métier. Et à l'heure actuelle, ça n'existe plus. Comment on va essayer d'aller rechercher des jeunes gens pour les motiver? Alors Cédric n'a pas l'air super d'accord. Si, non, il a raison, c'est un vrai enjeu, hein, la formation. On a sur la pêche hauturière on va avoir un vrai problème en fait avec le vieillissement des capitaines. Il y a un gros Et donc besoin, le renouvellement. et le renouvellement. Alors, je pense que c'est des métiers qui attirent toujours, même s'il y a une grosse partie des marins, on voit bien, ils ont d'autres activités, c'est un peu partiel. Mais sur les capitaines, là, il y a un vrai enjeu de former des capitaines, former des seconds. Donc là, c'est plus, on va dire, comme ça a été indiqué au niveau de l'école. Donc là, il y a eu des discussions justement aussi avec le secrétaire d'État à la mer qui est venu il y a quelques semaines, là, ouais. voir dans quelle mesure l'État pourrait aussi aider pour la formation vraiment de ces capitaines. Et il y a aussi, en amont, et ça a été dit aussi, la sensibilisation très tôt au métier de la mer, parce que là, on parle de la filière palangrière, qui est, on va dire, la filière la plus industrielle, mais tout au long, en fait, des filières, il y a des vocations à faire naître. On voit aussi dans la pêche côtière un petit peu ce vieillissement des capitaines. On voit que les bateaux coûtent de plus en plus cher. Pêche côtière, c'est quand ils prennent le potimarara et qu'ils partent. Potimarara, bonitier, ça voilà. généralement à la journée. Alors que le palangrier, lui, c'est des sorties démarrées de plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors tiens, je veux bien qu'on en parle. Une campagne, ça dure combien de temps? Ça dépend du type de navire, de tonnier que tu utilises. Il y a des petits tonniers de 15 à 17 mètres. Ils font en général des campagnes de 10 à 12 lâchers maximum. Ça fait entre 10 et 15 jours maximum. Peut-être des fois un peu moins. Et il y a des tonniers plus grands qui, en général, font une vingtaine de lâchers par campagne. Parce qu'ils sont pratiquement tous dans la pêche fraîche. Et ça dépend de... Et c'est ce qui rebute les jeunes gens? Se dire, je pars 2-3 semaines, à bord, j'imagine c'est quoi? C'est les 2-8 ou les 3-8? C'est les 3-8. Ça n'arrête pas
Non, Non. c'est pas du tout ça. Non, je pense que ce qui est à l'heure actuelle, on a fait une mauvaise publicité en disant que le Tahitien ne veut pas partir longtemps au large. C'est faux. C'est la façon de recrutement. Au Forêt Hôtel, nous avions une autre façon. Quand on avait recruté les élèves, je les prenais en deux semaines, ils faisaient une formation de sécurité de travail à bord et le traitement du poisson à bord. De là, on les mettait sur des tonniers que j'avais sélectionnés et les capitaines qui participaient rémunéraient ces élèves. Ils partaient pour en général 2 semaines. Quand ils revenaient, ils ne touchaient pas la part qu'un marin Mais il touchait une sorte d'intéressement, on va dire, pour les touchaient un motiver. intéressement qui, des fois, s'élevait entre 80 et 100 000 francs pour une dizaine. C'est comme ça que ils se sont intéressés, ils ont poursuivi. En clair, il faut que ça soit rémunérateur. Alors. Ça soit rémunéré. Et ils intéressent, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun intéressement, tout ça, et c'est la façon de recruter qui va pas, et de communiquer comment le métier. Et après, pendant le cours, on lui montrait aussi les fiches de partage à bord. Et quand il y a des marins à l'heure actuelle, des marins qui sont... Il n'y a pas un marin qui touche le SMIC, en dehors des périodes où il est à terre. C'est entre 300 400 pour des marins, simples marins. Il y a des capitaines qui vont jusqu'au million pour une campagne de 15 jours. Ça, les gens ne savent pas. Il n'y a aucune communication pour intéresser les gens à venir. J'ai beaucoup de capitaines que j'ai formés, qui ont été à la pêche. Où ils sont maintenant? Ils sont partis sur les goélettes comme le Tapro, comme le Manava, tout ça, parce que ils ont un plan de carrière. À l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas de plan de carrière. Le statut du marin-pêcheur est en route et on n'a pas encore un statut on peut dire, on peut faire une carrière dans ce métier, on va évoluer pour arriver à une retraite de temps. Le problème, c'est un manque total de communication. À l'heure actuelle, on a beaucoup de fans d'Alida. Parole. Mais J'étais en train de chercher où il est en venir avec Dalida. On ne fait rien pour attirer ces jeunes. Autant l'école ne j'ai fait vu pas qu'il son métier. Il existe un statut de pêcheur professionnel. Il est en Il phase est appliqué et applicable. Pas encore en totalité, mais il est presque terminé. Avec ça, peut-être, on pourra avoir des gens qui pourront avoir une carrière dans le métier. Ils pourront se projeter et se dire, je sais ce que je peux faire dans l'avenir. Oui. Cédric, le statut de pêcheur professionnel, justement, qu'est-ce qu'il va leur amener alors déjà la sécurité, la santé et la retraite. C'est ce que disait Claude, c'est qu'effectivement le statut, alors il existe depuis 10 ans, c'est régime des salariés mais avec quelques dérogations. Donc ça veut dire qu'au mieux il y en a qui cotisent pour leur retraite que depuis 10 ans. Donc ça c'est effectivement un enjeu aussi pour le départ et ça va être le même problème aussi pour la pêche côtière. Parce que le statut, il est relativement bien appliqué pour les marins qui sont au bord des tonniers. C'est autre chose pour le patron artisan ou les marins qui vont embarquer sur des plus petites unités. Là, il y a encore un statut à trouver, quoi. Donc ça va être mis en place. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur justement le type de poisson qu'on peut trouver en Polynésie et la réglementation qui est appliquée. Est-ce que la Polynésie se porte bien dans ce domaine-là? Est-ce que les réserves en poissons sont suffisamment riches, entretenues et on y est très attentif? On a une biomasse qui est intéressante pour le développement de la pêche ici. Il ne faut pas quand même qu'on parte dans l'excès à vouloir surexploiter cette zone. Et il faut aussi, par contre, pouvoir sortir de cette ZEE. Parce qu'à l'heure actuelle, tu sors de la ZEE, on t'enlève ta licence. C'est pas compliqué. Alors, on nous rétorque que les bateaux sont en deuxième catégorie. Non, les bateaux construits localement sont avec les normes de première catégorie. C'est ici qu'on les classe en deuxième catégorie. Il suffit d'avoir les équipages et le matériel de sécurité à bord pour pouvoir sortir de la ZEE. Ça, c'est une chose. Le fait qu'il y ait la zone de pêche réglementée va dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on fait en sorte aussi qu'on ne pêche pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Alors, les zones de pêche réglementées, on les trouve que dans le lagon. Dans le lagon et un peu à l'extérieur. Et là, je pense que Claude, il parlait plutôt de sortir de la zone économique. Oui. Effectivement, sortir de la zone économique, ça pose des nouveaux problèmes réglementaires. On se retrouve avec des règles internationales qui ne s'appliquent pas de la même façon quand on est dans la zone économique.
Donc là, il y a des discussions pour essayer justement de clarifier. Pour l'instant, nos bateaux ne sortent pas de la zone économique. Localement, les pêcheurs polynésiens sont coutumiers du fait de respecter le raoui, ce genre de choses. Et justement, ils sont, bon, pour avoir fait plusieurs émissions, on voit qu'ils sont tout à fait conscients du fait qu'il faille faire attention aux ressources et de pas. On va prendre l'exemple des langoustes, et en taille, et en mois où on leur fout la paix, on leur fiche la paix, pardon, et on peut les pêcher. Donc ça, c'est quelque chose d'acquis. Oui, en général, en ce qui concerne le rahoui, pour la pêche lagonaire plutôt, les gens sont assez respectueux. Il y a toujours Oui, oui, mais on va dire, en général, mais on en voit que les gens général, sont... les gens respectent tout ça. Et maintenant, il y a certains lagons où il y a quelques années, on pêchait presque plus rien. Maintenant, c'est le poisson, les crabes, les poissons, tout Oui, ça, c'est en provision. En profusion, ça marche. Donc ça veut dire que la Polynésie est consciente de ça, c'est une Oui. très bonne chose. Tout à fait. Et l'autre, en ce qui concerne la pêche hauturière, la chance que nous avons en Polynésie, c'est que toute l'année, on peut pêcher toutes les espèces, avec plus ou moins de pêche de thon blanc dans certaines périodes, tout ça, par rapport à la Calédonie, par exemple, où la ressource est moins... c'est pas, elle est moins importante, mais il y a des périodes où tu ne trouves pas de bigaille, où tu trouves que du yellowfin, et la période de bigaille est très courte, tandis que nous, sur toute l'année, suivant les zones où on pêche. Oui, voilà, c'est lié aussi à l'étendue Oui. de la Polynésie qui permet de, on va dire, de migrer. Tout à fait. Tout à fait. Et à l'heure actuelle, sur notre ZEE, il n'y a que à peu près, en gros, un tiers de la zone qui est surexploitée. Et les autres parties sont à peine exploitées. Bon, ça... Dans cet esprit-là, tiens, attends, Claude, je veux bien qu'on fasse juste pas une digression, mais que je comprenne quelque chose, c'est que, comme tout le monde, je fais mes courses, on voit la fluctuation du prix du thon. Alors, je prends l'exemple du thon, mais comment les prix sont décidés? Est-ce qu'il y a un cours du poisson? Est-ce qu'il y a une réglementation dans ce sens-là, Cédric? Alors, sur les prix, il y a la fixation du prix est libre, si ce n'est qu'il y a quand même des espèces qui sont en PPN. Mais le PPN, il va encadrer les marges, mais le prix d'achat aux pêcheurs, celui-ci, il est totalement volatile. Il n'y a pas un cours, alors, en C'est offre fait. et demande. Et on l'a bien dit, il y a des saisons. Donc forcément, il y a des moments où il y a beaucoup de poissons, donc le prix diminue. Il y a des moments où il y a c'est ce qui fait moins qu'à de des moments, on poissons. est à 800 le kilo, des C'est ça. fois Même 2000. si c'est PPN, comme le prix Oui. d'achat au pêcheur, de toute façon, lui, il peut passer du simple au triple. Et n'importe quel pêcheur peut vendre son poisson ou c'est aussi c'est réglementé? Uniquement les professionnels peuvent vendre dans ce qu'on appelle les circuits formels, c'est-à-dire qu'il y a une tolérance pour ce qui est vente en bord de route ou éventuellement sur Facebook. Là, il n'y a pas besoin d'être professionnel. Par contre, pour vendre... C'est-à-dire qu'un pêcheur qui prend son bateau dans le lagon, la pêche est bonne, il se met sur le bord de la route et il vend quelques pièces. On considère que ça fait encore partie du vivre en Polynésie. Voilà, c'est ça, c'est tellement culturel, ça a une importance sociale énorme pour tout le monde, pour le pêcheur comme pour celui qui va acheter le poisson. Oui, donc ça fait vivre toute une partie. Oui. C'est pas complètement toléré, on pourrait pas l'enlever. Mais par contre, il y a quand même les circuits dits formels, donc les magasins, les restaurants, les grandes surfaces, eux, ils sont obligés de se fournir auprès de professionnels. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait facture, ce genre de choses, qu'il y a TVA derrière aussi. Voilà, facture. Alors, il n'y a pas la TVA, c'est un peu particulier sur les produits de la mer, mais en tout cas, il faut que ce soit un licencié, donc une licence de pêche professionnelle, soit qu'il ait une carte de pêcheur de la CAPL. Et ça lui permettra de vendre au restaurateur, au magasin, ainsi de suite. De professionnel et lui donne le droit de commercialiser. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça a été structuré, les choses se mettent en place et qu'on avance, Claude. Oui, on avance. En général, le PPN qui est fixé, ça concerne surtout le thon blanc, parce que c'était l'espèce qui a profusion en certaines périodes où les prix sont complètement presque nuls pour la rentabilité du navire, hein, parce que ça peut varier entre 1000 francs le kilo quand il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de thon blanc, et 280 francs quand il y en a trop. Alors ça, c'est la vente de professionnels. Est-ce que les professionnels, ensuite aux consommateurs, tout à fait, on voit pas de thon à 2,80. Par contre, le rouge en général est assez stable. Mais ce que je veux dire, rajouter, j'entends souvent dans les reportages, tout ça, on dit le poisson à Tahiti est très cher. C'est faux.
quand vous allez à Honolulu, J'allais dans les dire, pays si on se balade à où ils l'extérieur, pêchent, on voit que le poisson est très cher. à Honolulu, par exemple, ils pêchent les mêmes espèces que Hum. nous. Un kilo de thon rouge, ça tourne autour de 3000, 4000 francs minimum. Et ici, mais ici, c'est peut-être la mentalité aussi qu'on aime bien se plaindre, hein, on aime bien râler sur n'importe quoi. Et Ah, mais là, en n'importe l'occurrence, quoi. on a tort parce que si on va se balader du côté de Nouvelle-Zélande, d'Australie et de Hawaï, on regarde le prix du kilo et Tout à fait. ça n'a rien à voir. Exactement. Justement, alors, on a la chance d'avoir un poisson et entre autres un thon rouge de très belle qualité. Je dis nos voisins nous envient. Les Japonais sont toujours aussi friands de notre thon rouge en Polynésie? Alors, à mon avis, on n'en envoie pas au Japon. Pas du tout. Ah, on n'en voit plus du tout au Japon? Alors, ça a très vite été arrêté, je crois, il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans. Alors, c'est lié à quoi? Les Japonais pour avoir fait des formations au Fidji, pour la Commission de Pacifique Sud, les Japonais ont un système de travail avec les pêcheurs. Au Fidji, j'ai vu ça, où ils s'associent et ils veulent être majoritaires dans la société. La société de l'époque au Fidji, c'était la société de Natei. Tout ce qui arrivait, qui était pêché, tout était bon et ça partait sur le Japon. Je l'ai constaté parce que je restais souvent plus d'un mois et demi dans les... Et à partir du moment où, quand il y a eu les révolutions Fidji, les Fidji ont dit, maintenant c'est nous les majoritaires, tout le poisson qui était pêché par les Japonais était de mauvaise qualité. Les Japonais sont assez spéciaux pour Ah, ils ça. sont très... C'est Faut pour ça voir ça une que- fois dans sa vie, mais ils sont... Ouais, et pour Tahiti, il y a eu des exports qui ont été faits sur le Japon à l'époque. Les pêcheurs, les marailleurs qui ont fait des expéditions, c'est Vinimini, c'est Thalassa, ont été déçus des prix qui ont été fournis, où ils avaient acheté plus cher le poisson ici, les frais, tout ça d'export, vendu au Ouais, c'était en Japon, négatif. c'était beaucoup, Ouais. c'était moins cher le prix du kilo, moins cher que ce qu'ils avaient payé ici. Bah, toi, avec Manava, on aura appris plein de choses, c'est une bonne chose. J'aimerais qu'on revienne un petit peu aussi sur le côté sécurité, qui est primordial. Est-ce qu'on est suffisamment informé? Est-ce que les bateaux qui partent pêcher tous les jours, je vais partir plutôt pêche côtière, quelles sont les règles à appliquer et quelles sont les règles obligatoires? À minima, déjà, c'est d'avoir son permis de navigation. Enfin, là, pour les professionnels, il faut qu'ils aient un permis de navigation. Donc, déjà, et la révision. Donc, un bateau, a priori, en état. Et ensuite, après, c'est les moyens essentiellement les moyens de communication satellite. Donc, les balises qui sont obligatoires. Il faut que l'information puisse être donnée de n'importe où. Et, Oui, en clair, un le plus téléphone, directement. c'est pas ce qu'il Ah non, faut. non, Ouais, mais enfin, de temps en temps, hélas, on l'entend, on le non, voit, non, pour les professionnels, c'est du satellite. c'est du satellite. Ouais, Est-ce qu'il y a satellite. des aides à l'achat du Ouh. matériel pour les Oui. pêcheurs? Le pays a mis en place des aides pour le matériel de sécurité à bord de tous les pêcheurs, même pour les petits marins, et il y a toujours des pêcheurs qui râlent, mais maintenant on a pratiquement tout le matériel de sécurité, même de navigation, qui est pratiquement subventionné, qui est donné les droits par le pays, et le pays aide quand il faut installer un nouveau matériel. Souvent, c'est le pays qui fait qui équipe les premiers navires, tout ça, et après. Donc, aux pêcheurs, faire la demande, ils vont Oui. trouver, j'imagine, tous Oui, les documents. Le service, la DRM, de ce côté-là, fait bien son boulot. En ce qui concerne toutes les demandes pour les aides, c'est fait participer. En ce qui concerne la sécurité du navire, on a la DEPAM, la Direction polynésienne des affaires, qui fait le contrôle de technique sécurité de tous les navires. Si les bateaux sont mal équipés en matériel de sécurité, ils n'ont pas le permis de navigation. Ça, ce côté-là, il n'y a aucun souci. Ça, on va dire, c'est pour les plus gros, mais ceux qui sortent tous les Et jours, même les petits marins. est-ce que eux, qui va leur vérifier tout ça alors? Est-ce qu'il y a des, c'est quoi? C'est la gendarmerie? Qui est-ce qui va vérifier? Non. Parce que Pour le non, pêcheur lagonnaire, dans le lagon, il n'y a pratiquement non, pas ou de alors surveillance. côtier. Côtier, la gendarmerie, pas tellement. La gendarmerie passe son temps plutôt à surveiller les plaisanciers qui circulent dans les lagons. Hein. Mais les pêcheurs en général, Potimarara, tout ça, ils sont tous contrôlés, ils ont le permis de navigation, même les Potimarara. Et puis j'espère que la communauté. DEPAM, elle contrôle quand même les permis de navigation, Oui, c'est aussi. annuel. Hein, donc Oui. le bateau, lui, il est contrôlé. Après des contrôles en mer, effectivement, sur les aspects de Gendarmerie. sécurité, en tout cas, il y a a priori, Parce que l'idée, il y c'est en a pas de les pas. embêter, c'est de les protéger. Oui, Évidemment. oui. Auprès de qui on peut se renseigner pour savoir quel poisson pêcher, à quel moment, quel endroit? Quelle démarche on peut faire? Alors là, c'est le site internet de la Direction des Ressources Marines. Tu m'as dit que tu étais allé le voir, bravo. Je l'ai épluché, il est Donc, très bien fait. Voilà, Il il y est a- il est exhaustif. En tout cas, Il il y est a- très complet. C'est ressourcesmarines au pluriel .gov.pf. Donc là, il y a tout qui est accessible, toute l'information y est Il y a synthétisée. un autre instrument que j'aime bien employer quand je veux pêcher
poissons lagunaires comme les thons, tout ça, c'est le pifomètre aussi. Ouais, parce que souvent quand on va à la pêche, on a l'habitude, j'ai commencé comme ça depuis 65, hein, les oiseaux. Oui. Les oiseaux font beaucoup. La lune, le ciel. Ça, c'est pour la méthode. Moi, la question, c'était Le pour poisson. savoir Les règles. quelles règles et quelles espèces on a le droit de pêcher en fonction de la période. On peut tout pêcher ici, sauf les crustacés. Il y a des réglementations. Mais tout le reste, on peut pêcher. Tu vois? Il y a, Il y a des espèces qui sont protégées quand même au titre du code de l'environnement. Oui. Après, il y a des zones, il y a des périodes, certaines espèces qu'on ne peut pas pêcher. Il y a des poissons où il y a les œufs, ce genre de choses, et ainsi de suite. En général, pour le temps, la période de frais des tonidés, et on voit au large, c'est là où les coraux se rencontrent, on voit un peu un genre d'écume blanche. Ça, souvent, ce sont les poissons qui ont frayé, et ça part dans les courants, le gerbon, tout ça. La pêche n'est pas intéressante parce que le poisson, quand il est frais, il ne mord pas. C'est après le frais qui va commencer à se renourrir. Tout ça, et là, on a des périodes de pic de capture que ça soit surtout Alors, le temps blanc. on va cumuler à la fois et l'expérience de Claude et le côté réglementaire de Cédric. Comme ça, avec les deux, on sera bien dans les clous. Petite question qui est liée à la gourmandise, parce qu'on a quand même des poissons de super qualité. Votre poisson préféré pour manger, et la recette. Alors, ça dépend. En quelques mots, après je conclus. Poisson de lagon, pratiquement tous les poissons sont bons, suivant la Toi, période, lequel tu c'est préfères, gras. Claude? Les deux. J'ai commencé avec le poisson de lagon à l'époque, mais en ce qui concerne le pélagique, je ne suis pas mémé, parce que je trouve que le mémé est fade. Ce sont les sauces qui assaisonnent. Je suis plus sur le thon, que ce soit le bigaille, qui est plus gras. Pour le poisson cru, le yellowfin, c'est bon parce que c'est moins gras que la bonite. Le Tahitien aime bien la bonite, et la bonite est très Moi, j'aime bien la appréciée. bonite à dents de chien, mais après c'est encore autre chose. Oui, ça aussi c'est bon, la chair est plus blanche. Ouais. Et Claude, t'es en train de me prendre toute ma conclusion, faut que tu laisses un peu de temps à Oui, Cédric. Je le connais, c'est pour ça que je le coupe. Hein. Moi, clairement, les carangues, hein, quand même. Carangues. Le poisson de lagon, je suis d'accord que c'est quand même vraiment goûtu. Oui. Avec un petit faible pour les carangues. J'aime beaucoup en carpaccio, notamment. Et après, aussi, découvert quand même le marlin rayé en Il est sashimi. excellent. Ah bah voilà, Ça, comme ça vous aurez mis l'eau à la bouche pour qu'on Il est puisse conclure. excellent, mais les carangues, c'est les carangues. Claude Il y ne a veut pas me laisser 17, conclure. 17 espèces de carangues. Il y a certaines carangues qui sont pas très bonnes. Hein? Rouhi. Claude. Le rouille, oui. Faut que je conclue. Vas-y. Merci, c'était super intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.